il y a quand même beaucoup de monde. Non, mais c'est ça appelle, oui, ça appelle en particulier également lycée. Ah mince. Là, c'est pas le Ouais, cas. sauf Manifestement, il n'y a pas de jeunes. Monsieur Duval. Mais il y a des séances où il y a des jeunes. Si, il y en a un haut. Non. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce qu'en plus, là, on arrive vraiment. Poulailler. À moi de carte, faut qu'on se prépare et moi ça. Si tu as son numéro, c'est magnifique. Oui, Rouba, c'est sur le large. Ah oui, je sais pas, je vais le mettre. Ok. Mon téléphone, je vais le mettre. Je Super. vais peut-être le mettre. Oui, je l'ai mis là-bas. C'est plus à l'aise. Ici, là. C'est assez embêtant s'il n'est pas là à l'heure. Ça m'étonne s'il n'est pas là, oui. Ah oui, Il y a parce quelque chose, qu'il y a déjà Il y du. a un truc après nous aussi. Il y a toujours des trucs les uns après les autres. C'est à 2 heures, ça va. C'est moins 5. Ah oui, on se rend mal du temps. Parce qu'on ne sait même pas quelle heure on fait, etc. T'as pas autre chose après, à part ta conférence aussi? Ah ben, j'ai Hein? T'as non, d'autres. mais c'est pas du... ben, j'ai la grosse présentation du bouquin. Non, mais entre les temps, t'as rien de. Non, 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 ça me laisse du temps pour aller jusqu'à 18h. Devant. D'accord, ouais. Très bien. Non, le fait qu'il ne soit pas là est un désastre. De plus en plus. Mais nous, toujours. Ah là, il y a des travaux partout. Ouais, mais nous aussi. En plus, les temps de parole qu'il avait indiqués sont irréalistes. Il faut 15 minutes sans quoi, sans rien faire. Sans rien faire. Moi, j'ai fait court. Nous aussi, nous aussi. Ouais, vraiment. Ouais, il me faut 15 minutes. Ah, bah, effectivement. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de marge, peut-être. Pour le programme, mais surtout, il n'y a pas autre chose après. Oh, si. Ici, je veux dire, dans la salle. À 15h30 Ça, c'est Vous récupérez les 16h questions alors. par 16 heures. SMS. Exactement. C'est ça. Il doit y vrai, avoir c'est quelque chose pas de mal, 16h. Oui, il laisse toujours une demi-heure. Ah bah magnifique. Comme ça, ça. Voilà, permet elles arrivent là, et de- puis ça marche vraiment bien. en Ouais. plus. Enfin, là, bon moi je l'ai fait que ce matin, Ouais. mais les modérateurs, Ouais. je trouve très bien. Oui, parce que comme ça, ils peuvent. Il faut quelqu'un d'autre. Mais c'est beaucoup plus dynamique. Déjà, ça permet d'éviter le temps de passer Et le puis, micro. je pense que il y a des gens que ça, comme ça inhibe Oui, moins. tout à fait. Ça permet de réunir les questions aussi. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est bien. Alors après, il peut toujours y avoir un biais, mais ça, c'est faut choisir Ouais, bien choisir son modérateur. Mais le modérateur peut aussi condenser un Tu peu. viens faire la Là, on a des modération fois à des la gens qui place. expliquent un peu leurs questions en la posant. Oui, voilà, qui veulent en fait C'est infernal. parler, Parce que quoi. si t'as Qui pas Voilà. le- qui font autant une démonstration que poser une déjà- question. Et ça peut être aussi intéressant d'avoir. Déjà, On cherche un modérateur. Bah, il est arrivé, mais il est 2h, hein, ça y est. Trop tard. C'est un râleur, c'est vrai. Déjà, il n'y a pas assez de temps. Il est pliant. Oui, bien sûr, je l'ai étudié. Je ne connais pas perso. Ben, tu as eu tu étais capable d'avoir transféré ce message Un aux autres. quart d'heure à chacun, c'est ça. Je Ouais, ne connais vous pas les savez détails, pas, moi, c'est je crois que c'est ça, un un quart peu le modérateur. C'est toi qui me le dis. Hein. Là, mais- comme c'est la dernière, on va pouvoir se permettre de dépasser un petit peu, au besoin. Renaud, il est là. Hein. Chacun a le temps un peu imparti. Alors c'est Anne, moi j'ai jamais vu. Elle est là. respecter les horaires. Elle est à Lyon. Mais globalement, c'est ça. C'est selon. Ça change aussi un peu d'une table ronde à une autre. Certaines, c'est 10 minutes, un quart d'heure, d'autres. Qui nous avait dit 10 Ben, minutes. je l'ai vu le jour où j'ai fait les trucs, puis ensuite j'ai emporté les miens. C'est pas Et mal, toi, tu devrais recevoir. du Ça, Vice, c'est tu auras le Jacob temps. qui les envoie. Si vous les avez pas, parce que c'est une caisse, quoi. Forcément. Et Je peux peut-être aller normalement, saluer tu le devrais l'avoir. Bien, il faut la rappeler à ce moment-là. Il y en a 5 chacun. C'est vous qui faites la. Non, pas du tout.
Non, mais on va pas attendre, quoi, on va rien faire. On va le faire sans modérateur, c'est tout. Il arrive, je crois. On a le téléphone, il arrive. Oui, d'accord, hein, il arrive. Combien de temps avant que je sois effectivement arrivé physiquement, moi, les gens qui disent j'arrive. Tu donnes naturel qui, toi? Alors, oui, bien entendu. Tu connais pas quand même un économiste hétérodoxe s'occupant de finances qui soit pas inquiet. Par nature. Oui, il y a de quoi, il y a de quoi. Il y a de quoi. Bon, alors d'accord, mais moi, qu'est-ce que tu fais, toi, à la fin de ça? Ah, tu retournes là. Restez encore là demain? Ah, je pars après, à 9h. Moi. Oui, je sais bien. Il faudrait que je retrouve un endroit. Je vais peut-être rester ici, dans la salle, parce que là, tu as une salle pour travailler qui est bien, à côté, qui est grande. Et puis partir ce qu'il faut pour être là-bas. Mais si j'y vais à pied, il faut un certain temps quand même. Je crois aller à la part Dieu. Ah oui, mais je connais mal. Bien, il y a encore des voitures qui peuvent nous emmener. Est-ce que ça fait partie des GECO ou pas? Et ça en fait partie à ce moment-là. Moi, ça fait, je sais pas, j'ai dû commencer. Parce que d'une salle à l'autre où il y a des conférences, on le fait. Il y a des voitures faites pour ça. Si celle-là est incorporée dans les GECO. Et j'ai toujours, ça passera jamais, non, je pense. Je suis une ancienne timide. Sérieuse, on va dire, voire inhibée, et ça ne va, je sais. Elle finit à 20h15. Il y a un moment, je me suis dit, ça va passer. Les questions, c'est 1 heure alors. Je sais que ça ne passera jamais. Bon, après, ça fait. Non, mais si c'est 18h, ça fait. Oui, voilà, après, pendant qu'on y est, ça va. Ah, 45 minutes. J'ai commencé à enseigner à ces jeunes aussi. On commence à 18h30, hein, c'est bien ça. Mais pour autant. Elle nous demande d'être avant, je ne sais pas trop pourquoi, mais on commence à 18h30. Et donc, si c'est 20. C'est pas le même exercice. Oui, c'est ça. C'est plus personnel. Ben, c'est très normal. Bonjour, Aurélie Piette. Véronique Dutrève. C'est Aurélie Piette qui va démarrer. Et puis 10 minutes, c'est tout. D'habitude, on fait toujours 15 minutes. Alors, je vais prendre des notes parce que ça se trouve, ça change un peu presque. Je pensais que vous passiez en dernier. Volontiers, si c'est possible. Ça vous embête? Ça sera fait. Donc j'ai prévu, donc je ne savais pas que vous interveniez pour Non, ce qui vous concerne. La semaine dernière. Je crois que l'information passe. Vous allez avoir des questions de Je connais, je connaissais. On peut terminer mon approche. Oui, et alors? Non, je sais pas, je pense que Vous vouliez terminer? Ouais. D'accord. Ok. Vous pouvez démarrer, alors vous comptez dire quoi? Bien. Alors, je vais en fait. Je vais parler du capitaine. Donc, merci d'être venu pour participer à cette conférence sur un sujet
centrale mais compliquée. Donc, faut-il réformer ou détruire le capitalisme? Chacun sait que le capitalisme a eu beaucoup de mérites, mais qu'il pose aujourd'hui d'assez gros problèmes, en particulier sur le plan écologique. Donc, est-ce que c'est le moment de le détruire pour passer à autre chose, ou est-ce qu'il pourrait, moyennant quelques réformes, se survivre et servir à quelque chose pour la transition écologique à laquelle on doit se consacrer maintenant, qui est vraiment la grosse question du XXIe siècle. Donc c'est sur ce sujet, donc 4 intervenants vont maintenant parler pendant une dizaine de minutes chacun, si c'est possible. Donc je vais demander d'abord à Véronique Dutrève, donc, qui est enseignante d'économie, d'ouvrir ce débat. Je crois qu'elle veut parler d'un capitalisme raisonné, donc je suppose qu'elle pense que c'est possible de le réformer. Est-ce qu'il faut appuyer ou c'est bon? Oui. Bonjour, donc je vais lancer le débat. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est... Parlez bien dans le micro. C'est peut-être commenter la question qui est posée. Voilà, donc l'expression « détruire le capitalisme », pour moi, me paraît peut-être, comme c'est formulé, un acte trop délibéré, volontairement délibéré. Donc, je ne voudrais pas trop développer ce point-là, parce que je n'aurais pas trop de choses à dire sur comment détruire le capitalisme, qui pourrait détruire le capitalisme. Je préférerais une expression, justement, peut-être qui, comme la fin du capitalisme, l'épuisement du capitalisme, qui laisserait plutôt suggérer que le régime, voilà, que si le capitalisme, on peut pour le moment le définir comme un régime économique fondé sur donc un certain nombre de caractéristiques, par exemple l'accumulation, la croissance, le salariat, il y a une forme d'épuisement de ces ressorts. Donc je donne juste une illustration de ça. Pour aller vite, quand on regarde un peu le taux de moyen de croissance de l'économie mondiale, dans les années 60, ce taux était à peu près de 6,5%, à une époque où il n'y avait pas encore la Chine dans le jeu, ni les pays émergents. Et aujourd'hui, avec ces pays émergents, qui connaissent quand même un taux de croissance important, le taux de croissance, il est à peu près de 3,5%. Alors, bien sûr, quand on regarde les courbes, il y a eu des hauts et des bas, mais en fait, le trend long, il décline. Hein. Donc, effectivement, ce système économique, il s'épuise un peu de lui-même. Voilà, donc je laisse de côté la destruction du capitalisme comme acte délibéré. Je voudrais aussi peut-être commenter le terme « le capitalisme » et peut-être évoquer la question, est-ce qu'il y a un capitalisme bien défini ou on pourrait peut-être parler des capitalismes? Alors là, je pourrais faire là aussi très rapidement, parce que ce n'est pas le centre de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, mais voilà, il y a des travaux très intéressants qui sont déjà un petit peu anciens, qui ont plus d'une dizaine d'années, mais je pense par exemple aux travaux de Bruno Amable qui ont montré qu'en fait, il y avait plusieurs formes de capitalisme qu'on pouvait définir, alors notamment par une cohérence de formes institutionnelles. Alors ce qu'il appelle les formes institutionnelles, c'est un ensemble de caractéristiques, de règles de fonctionnement. Donc c'est par exemple
Est-ce que c'est une économie très tournée vers la concurrence ou très régulée? Quel est le système d'assurance sociale? Est-ce qu'il est privé? Est-ce qu'il est public? Quel est le mode d'éducation? Et l'ensemble de ces caractéristiques forment, selon lui, une forme de capitalisme particulier. Évidemment, c'est pas exactement le fonctionnement n'est pas exactement, et les effets ne sont pas exactement les mêmes selon ces formes de capitalisme. Puis, de manière plus générale, il y a aussi toute une littérature classique très ancienne maintenant, hein, des sociologues classiques, Marx et d'autres, qui expliquent que le capitalisme, c'est une forme d'économie, c'est un système économique qui évolue dans le temps et qui prend des formes très différentes. Voilà, donc je préférais peut-être le terme au pluriel des capitalismes. Alors, le capitalisme actuel, on a tendance quand même à dire que depuis notamment les années 1980, a connu des mutations importantes qui font qu'on peut le qualifier de capitalisme financiarisé, c'est-à-dire où les marchés financiers jouent un rôle très important. Et c'est peut-être celui-ci qu'il faut peut-être interroger. Alors, ce capitalisme financiarisé, on peut dire qu'il met sous tension les systèmes sociaux nationaux, notamment à cause de la concurrence mondiale. Cette concurrence et cette pression, cette concurrence mondiale et ce poids de la finance, mais aussi les entreprises sous tension, qui elles-mêmes mettent notamment le salariat sous tension. Voilà. Et puis il y a une autre critique qui est adressée à cette forme de capitalisme, c'est qu'il est nocif, évidemment, pour la nature, mais je laisserai, c'est pas mon point ici que je voudrais aborder, je laisserai sans doute les autres intervenants. Enfin, c'est un point important quand même. Oui. C'est important, mais je le cite. Mais il y a plein de gens compétents qui en parleront beaucoup mieux que moi ici. Voilà, alors la financiarisation, ce qu'on appelle aussi la financiarisation du capitalisme, elle a notamment, et la raison pour laquelle elle met sous tension beaucoup d'acteurs et beaucoup d'éléments, et notamment la société, c'est qu'elle favorise la prise de risque. Cette prise de risque, au fond, elle engendre aussi une instabilité importante et des crises à répétition. Donc là, c'est pareil, quand on regarde un peu les crises de ces dernières années, elles sont de plus en plus fréquentes et violentes, alors que c'était moins le cas sur les décennies avant 1980. Elle subordonne aussi les politiques économiques et sociales des États dans la mesure où les États se financent aussi sur les marchés. Et donc là, c'est le travail de Piketty qui est très connu. C'est aussi bien sûr un facteur d'accroissement des inégalités. Donc juste là aussi un petit chiffre pour illustrer cela. En fait, le niveau des inégalités aux États-Unis aujourd'hui, il est le même que dans les années 1920. Voilà. Et ce qui est assez intéressant quand on regarde les courbes, c'est qu'après les années 30, en fait, cette inégalité, elle avait décru continuellement. Elle remonte depuis notamment les années 1990. Alors, peut-on réformer le capitalisme ? Alors moi, je voudrais m'appuyer, je ne vais pas vous raconter mes opinions comme ça, je voudrais m'appuyer sur mes thèmes de travail, qui sont l'histoire de la pensée économique, et parce que l'histoire est évidemment intéressante pour comprendre parfois les situations actuelles. Il faudrait le faire de manière assez synthétique quand même. Si d'accord. Il me reste combien de temps ? Pas beaucoup. 2 minutes. C'est-à-dire ? 2 minutes. Ah non, c'est pas possible. Je viens de commencer. 2 minutes ? Bah oui. Bon. Allez-y.
Bon, alors je vais... Non, mais vous pouvez déborder un peu, mais... Merci. Voilà, je voulais vous parler du capitalisme raisonnable, qui est une notion qui a été développée par un économiste qui s'appelle John Rogers Commons, qui est quelqu'un qui a vécu à une époque justement où le capitalisme a dû se réformer de manière très très significative suite aux dégâts de l'industrialisation très rapide et à l'époque d'une économie qui est complètement dérégulée aux États-Unis, à une ère qu'on a appelée l'ère progressiste. Alors, je vais vite, je ne développe pas trop. Et donc, je vais sauter des passages. Donc, je voudrais retenir une idée qui peut résonner avec la situation d'aujourd'hui. En fait, ce que dit cette notion de capitalisme raisonnable et le moyen d'y parvenir, c'est au fond de développer ce qu'on pourrait appeler une démocratie économique. À deux niveaux. Au niveau, je dirais, de l'organisation politique elle-même, de faire représenter une démocratie qui soit plus économique, et au niveau des organisations elles-mêmes. Ça passe pas. Bon. C'est bon. Alors, au niveau politique, l'idée, c'est finalement que dans un gouvernement puissent être représentés des intérêts économiques qui ne sont pas forcément organisés par l'action collective, et donc de favoriser l'action collective des intérêts économiques qui ne sont pas organisés, afin finalement que ces intérêts puissent avoir quelque part une voix au chapitre dans les décisions législatives qui sont prises, évidemment, dans la conflictualité avec d'autres intérêts. L'autre aspect, c'est que ces réformes doivent être conçues en quelque sorte à partir des acteurs de terrain, c'est-à-dire avec l'idée que la connaissance des problèmes, l'identification des problèmes et des solutions à des problèmes sont mieux comprises à partir de l'action. Et donc, plutôt qu'il y ait des gens qui réfléchissent un peu hors sol à la résolution de problèmes, il faut donc... et c'est ça aussi, bien sûr, qui justifie cette représentation des intérêts économiques qui sont proches du terrain. Alors, je vais très vite. Le deuxième niveau, c'est la démocratie dans les firmes. Donc là, l'idée qu'on retrouve aujourd'hui, c'est des règles de gouvernance des firmes plus démocratiques, notamment avec la reconnaissance de la valeur travail, en favorisant la participation des salariés pour les mêmes raisons, parce que les salariés ont une connaissance des problèmes et peuvent proposer des solutions aux problèmes. Donc ils ont une expertise sur laquelle il faut compter. Voilà, et la reconnaissance de la responsabilité des entreprises. Bon, alors, un dernier mot. Ce qui me paraît intéressant dans cette idée, c'est que, et qui résonne avec la situation d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, un capitalisme mal régulé fragilise la démocratie elle-même, et qu'en fait, c'est par une démocratie étendue à l'économie qu'on peut renforcer et protéger la démocratie. Voilà. Donc, le capitalisme pose des problèmes, mais en le régulant mieux, le rendant plus démocratique à différents niveaux, au niveau des entreprises, mais aussi à d'autres, on devrait pouvoir s'en sortir. Jean-Claude Lévy, donc vous travaillez, vous êtes conseiller spécial auprès du président de l'Institut national de l'économie circulaire. Donc vous avez quelques idées aussi, je pense, sur la manière dont on pourrait infléchir le capitalisme pour, en particulier, faire face à la crise écologique. Le président de l'Institut d'économie circulaire est aussi député, c'est un homme politique. Et il a créé cet institut il y a quelques années dans le cadre d'une sorte d'organisation d'un think tank, on peut dire aujourd'hui,
qui réfléchit, qui contribue à la réflexion sur ces questions de l'écologie politique, économie. Pour répondre à la question, vous le comprenez à mon accent, je vais botter en touche, comme au rugby. C'est une façon d'avancer quelque part aussi. Hein. Donc je ne répondrai pas à la question parce qu'elle me paraît... C'est pas assez fort. Je ne répondrai pas à la question parce que... Bon, parce que voilà. En revanche, Madame tout à l'heure a parlé de problèmes à résoudre. Il y a une double réflexion que j'aurais pour commencer mon premier point. Là. Soit on essaie de résoudre les problèmes posés. À ce moment-là, on va répondre aux questions. Soit on essaie de poser les problèmes à résoudre. Et là, je vais commencer mon intervention dans ce sens. Alors, 10 points, hein, 10 points maximum même. Qu'est-ce que j'entends par économie circulaire? 10 points, ça risque de faire beaucoup aussi. Mais écoutez, ça fera ce que ça fera, on verra. Économie circulaire, c'est une sorte de dispositif administratif aujourd'hui, concret, qui vise à rendre aux écosystèmes ce que nos sociétés leur empruntent. J'entends par là les matières inorganiques, métaux, roches, etc., et les matières organiques dont nous sommes. Hein. Comment rendre à la nature tout ce que nous lui empruntons? C'est une définition très sommaire, j'y reviendrai, de l'économie circulaire. C'était le premier point. Le deuxième. Ce dispositif existe. Il existe, et puisqu'on est à Lyon, non seulement par le monde, en Chine, en Afrique même, en Europe, il existe ici très concrètement, et certains d'entre vous ont déjà peut-être fréquenté ces lieux, au péage de Roussillon, à côté de Lyon, dans le couloir de la chimie, à côté de la grande infrastructure de chimie lourde Osiris, entourée de barbelés. On craint les terroristes plutôt que la pollution maintenant parce qu'on fait pas mal d'écologie là-dedans aussi. Il y a Inspira. Inspira, c'est une plateforme de plusieurs centaines d'hectares qui a un cahier de charges complètement correspondant à la loi pour la transition énergétique et à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui par la loi ou par le règlement pour améliorer le traitement de l'environnement. Un quatrième point, dans l'ordre de l'écologie, ces stratégies applicables dans le cadre de ce dispositif, il faut trouver une échelle pertinente territoriale, ce qui a été le cas à Inspira. Il faut limiter la consommation abusive de produits, matières organiques, inorganiques, tout ce qui correspond à l'usage des ressources naturelles et à la destruction de la biodiversité. C'est un point extrêmement important. Il faut favoriser alors plusieurs dynamiques qu'on appelle dynamiques de l'économie circulaire aujourd'hui, pas communément, mais ça commence à venir. Des dynamiques qui, comment dirais-je, sont d'abord les conceptions à l'échelle des produits, l'éco-conception, la réduction des déchets, le recyclage, la valorisation des déchets ou l'utilisation de matières secondaires issues des matières premières. Quoi. Il faut aussi établir une dynamique de contrôle et de traitement du rejet pour les flux qui peuvent exister, substances toxiques. Et une dynamique enfin de commande publique, surtout sur les territoires dont je parlais, comme à Inspira, hein, je reste dans du concret. Là, hein. Et il faudrait aussi essayer de respecter un principe de proximité pour prendre en considération les valeurs d'usage. Circularité, partage, coût écologique, économique, voire taxe carbone, toute une série de dispositifs, disons, viennent compléter ce vaste ensemble que j'ai dit. Ben, encore, il y a 3 dynamiques. Économie de conception, écologie industrielle et économie de fonctionnalité. C'est les grands cadres, c'est ça, des dynamiques de l'économie circulaire. Alors, 5e point. En tant que procédé administratif, à quoi répond l'économie circulaire sur tous les continents, puisqu'elle existe sur tous les continents à l'heure actuelle? Pour moi, elle rencontre d'abord, principalement, dans le temps, à la crise de 2008. Il y a eu avant, il y aura après. Mais c'est vrai que la crise de 2008 est une sorte d'épicentre économique, écologique, climatique, certes, et social, qui nous pose maintenant des questions qui n'existaient pas auparavant sous une forme si précise. Il ne s'agit plus de réformer ou de détruire le capitalisme global, mais il faut rendre à l'économie de marché la valeur ajoutée, j'ai parlé de valeur il y a 2 minutes, la valeur ajoutée que l'économie devrait rendre au territoire qu'elle exploite. L'économie en tant que process industriel, etc. L'économie dans son ensemble.
Alors c'est une question, pour rester toujours dans le concret, à 3 volets qui s'imposent au territoire. Au territoire de la mondialisation, puisqu'on est à l'échelle générale, et aussi à l'échelle de la métropolisation. Ici, on est dans une métropole, récemment administrative, mais plus largement une métropole comme dans le temps, quoi. C'est pas rien dans le temps et aujourd'hui. Je crois qu'il faut bien séparer de ce qui se passe dans un espace aujourd'hui de ce qui s'y passera demain. L'histoire est très importante là-dedans. 3 schémas. Je vais vous présenter 3 schémas, assez rapidement d'ailleurs. Il suffira de les regarder, je pense, sans que je commente tellement. Voilà, le premier schéma, c'est un schéma de l'ADEME, Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement, toujours pour être concret. Il y est présenté le point de vue de l'expert. C'est pas forcément moi, c'est l'expert en général qui présente ça aujourd'hui. L'économie circulaire, vous le voyez, il y a tout autour, l'ADEME appelle ça des piliers. Des piliers qui sont le recyclage, j'en ai parlé, l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle, etc., etc., j'en ai parlé. Et vous voyez, il y a 3 parties là-dedans: la gestion des déchets, l'offre des acteurs économiques, la demande comportementale, le comportement des consommateurs. Où est le politique ? L'ADEME, qui est une institution d'État, nous présente l'économie circulaire dans tous ses aspects. Elle occulte, elle oublie le politique. Qui dirige ? Qui commande ? Quel est le système qui anime tout cela ? Où sont les dynamiques ? Donc je passe au second schéma. Le schéma des acteurs. Je suis géographe, l'espace m'intéresse dans toutes les représentations qu'il a, ou graphiques ou cartographiques. Donc l'espace que je vous propose là, c'est l'espace de la production de l'espace. Alors bon, pour les étudiants qui sont là-haut en particulier, je vous recommande Henri Lefebvre, Le droit à la ville. Les acteurs des systèmes de production locaux, SPL, c'est la DATAR qui longtemps a appliqué cette terminologie pour les systèmes de production locaux. Vous le voyez sur le schéma, on a les acteurs du marché, les acteurs des institutions et des réseaux, acteurs institutionnels, les acteurs de la R&D, et qui convergent tous à créer des petits espaces que vous voyez très bien, ils sont lisibles plus que sur mon carton. Au milieu, on a ce que j'appelle l'intelligence stratégique. L'intelligence stratégique, ça a été inventé au XXe siècle sur l'urbanisme opérationnel. C'est une terminologie complètement appropriée aux gens du génie urbain. Voilà le schéma XXe siècle. Un deuxième schéma, je vais vous présenter. Un troisième maintenant. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui se passe pour cette intelligence stratégique et pour ces dynamiques de l'économie circulaire? Vous voyez la différence entre le premier et le second schéma. Les dynamiques en question, elles sont au centre du schéma. Tout à l'heure, elles étaient à la périphérie. C'est en cela que je ne suis pas tellement d'accord avec l'ADEME. C'est statique ce que fait l'ADEME. Quand on les met au centre, ces dynamiques, elles vont converger avec effectivement toutes les instances décisives de la production d'espace. Tout le monde contribue dans les différentes instances situées à la production de l'espace. Ce schéma, il est très important. Et je vais résumer, puisqu'il faut résumer. Si vous le regardez bien, ce schéma, et que vous faites circuler votre imagination, ça ressemble à quoi, ce schéma ? Ça ressemble à une dynamo. On est dans l'énergie. L'énergie qui est le principal problème qu'on se pose aujourd'hui, un des principaux problèmes. C'est une dynamo. Comment dynamiser tous ces acteurs qui fonctionnent pour produire l'espace dans lequel nous vivons ? Ce que je vous dirai, j'en ai pas pour longtemps, il ne me reste que 2 schémas. Pas 2 schémas, 2 points. On est aujourd'hui, c'est peut-être le point central de mon intervention, on est résolument aujourd'hui entré dans une ère de métropolisation, de Nairobi. À Los Angeles, c'est plus ancien, à Pékin, c'est plus nouveau. Ce sont les métropoles aujourd'hui qui commandent. Alors, si vous traversez la métropole lyonnaise, vous saurez très bien ce que c'est qu'une métropole par rapport à une ville. Aujourd'hui, hier soir, quand je suis dans Lyon, je suis dans un bijou urbanistique, architectural. Le centre de Lyon, c'est comme ça. D'autres centres à Paris, c'est pareil. Ce centre de Lyon, c'est un bijou. On parle avec le ciel, on parle avec l'éternité quand on est là. La ville, elle existe bien avant le XIIe siècle. Elle existe dans l'Antiquité. La ville est une création permanente et continue. La métropole, c'est quoi ? Eh bien, écoutez, prenez le train de la Perrache à Pardieu. Vous le voyez sur le graffiti. Les graffitis qui sont sur les murs, c'est pas pérenne. C'est anecdotique. Quand vous allez à Pierre-Bénite, quand vous allez plus loin au péage, à Grenoble, vous traversez un tas. Il n'y a même plus de gare. Un tas d'hangars, de résidences, de tout un tas de choses là qui n'ont rien entre elles que
ça c'est maintenant à l'économiste que je pose des questions qui est à côté de moi, le financier, c'est le foncier. C'est le foncier qui sert à créer la métropole aujourd'hui. C'est à travers le foncier, principal problème des autorités métropolitaines, qui est, au fond, quelque part contingent, important pour arriver à résoudre des questions d'économie circulaire. J'arrête cette parenthèse un peu longue. 7e point. Alors, c'est des questions, le foncier, de valeur d'usage, de valeur marchande des produits, la valeur foncière, la rente foncière. La rente foncière accompagne le foncier. Il n'y a pas de prix, le sol c'est rien, il n'y a pas de prix d'équilibre, ce n'est pas un truc de référence. Le sol, ça n'existe pas s'il n'y a pas une valeur d'usage ou marchande. Et là, on est dans la théorie économique, on est dans l'économie. Et l'économie circulaire, elle passe nécessairement par là si on veut la résoudre dans une meilleure production de l'espace. Alors, la rente foncière, elle est différente des deux premières, bien sûr. On peut dire qu'elle traduit un bien commun qui est inestimable. C'est un actif où niche, effectivement, toute la chaîne des valeurs. Là, je pose la question à mon camarade à côté. Peut-être il a des choses à nous dire à ce sujet. 8e point, c'est l'avant-dernier, j'ai presque dit. Pourquoi? C'est pourquoi, disons. Pour réaliser le produit de l'économie circulaire, en évaluer la valeur, quelle est la valeur ajoutée spécifique à l'économie circulaire? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée territoriale dans l'exercice de ces dynamiques dont je viens de parler? C'est une question pour moi centrale. Est-ce qu'il y a un modèle économique et social qui s'appellerait un business model de l'économie circulaire? Non, ça on ne peut pas dire que ça l'est. On fait en sorte qu'on appelle, mais il n'y a pas un business model de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un concept émergent qui cherche son nom. Parce que soi-même, économie circulaire, ça ne veut rien dire. C'est une commodité de langage. On est là pour essayer de déterminer quel est, sur le plan de la dénomination, quel est le concept qui s'abrite là-dessous. Et j'en finirai là-dessus. Est-ce qu'on pourrait aller, puisqu'on a parlé de valeur d'usage, d'échange et marchande, on n'a pas parlé de valeur comptable, on n'a pas parlé de valeur de comptabilité pour les écosystèmes. Je pense qu'il faudra qu'on arrive tôt ou tard, et j'interroge mes collègues économistes, est-ce que tôt ou tard on peut arriver à mesurer la production de l'espace en termes d'économie circulaire par une comptabilité des écosystèmes? Le carbone, c'est un petit point, c'est rien du tout par rapport à tous les autres écosystèmes, y compris nous. Est-ce qu'on peut comptabiliser en unité matière, puisque c'est des matières organiques et inorganiques, le kilo, le poids, le volume, est-ce qu'on peut comptabiliser effectivement les écosystèmes? Et est-ce qu'on peut mettre parallèlement devant ces comptes une comptabilité financière, parce qu'il n'y a pas d'autre économie qu'à travers la monnaie et la finance? Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous pose une question. Je ne suis pas biométricien. Je le regrette, il y a des biométriciens qui exercent dans les universités depuis longue durée. Je ne sache pas aujourd'hui que les biométriciens, en dehors du GIEC, qui est sur le climat, je ne sache pas que des biométriciens travaillent avec des économistes pour établir une comptabilité des écosystèmes. Je pense que sans ça, il y a beaucoup de chances qu'on continue de ne pas répondre et de botter en touche aux questions qui nous est posées. Merci. Bon, mine de rien, vous y avez répondu quand même en disant que en gros, si on met en place l'économie circulaire, donc éco-conception, écologie industrielle, économie de fonctionnalité, et si on a réussi à mettre les acteurs en mouvement dans ce sens-là, on pourrait peut-être s'en sortir tout en développant des systèmes de mesure différents. Michel Aglietta, donc vous êtes professeur d'économie émérite à Nanterre. Ça fait très longtemps maintenant que vous travaillez sur la dynamique du capitalisme. Vous avez été à l'origine des travaux qui ont déjà été évoqués sur la variété des capitalismes, les différentes dynamiques qu'on peut observer tout autour de la Terre dans ces questions-là. À l'issue de tous ces travaux, comment répondez-vous, vous, à cette question? À cette question, c'est-à-dire... réformer ou détruire le capitalisme. Question qui révèle l'angoisse de notre époque. On ne l'aurait pas posée au GECO il y a 5 ans. Or, cette question, elle dit qu'on vit dans l'incertitude, car l'incertitude est la caractéristique essentielle des époques de rupture. Si on veut en comprendre l'impact social, il faut saisir 2 dimensions fondamentales, à mon avis, du problème qui relie le capitalisme aux sociétés. Le capitalisme n'est pas intrinsèquement lié à la démocratie. C'est une chose fondamentale. Et la deuxième, le néolibéralisme qui s'est imposé dans les 40 dernières années a établi une financiarisation de l'économie qui a détruit, je dis bien détruit,
l'ordre social des 30 années post-Deuxième Guerre mondiale, l'époque qu'on a appelée le Fordisme. Donc, pour essayer d'avancer, disons, de donner sens à ces propositions, je prendrai 3 points. J'essaierai de traiter 3 points. Le premier, les rapports entre capitalisme et démocratie sont paradoxaux. Le second, le néolibéralisme a entraîné la dégradation de la démocratie par la recherche de la rente, ce qui est fondamental. Et le troisième, qui est nous avons besoin d'un nouveau contrat social pour une croissance inclusive et soutenable, et arriver à une définition rigoureuse de ce qu'est croissance inclusive et soutenable. La logique du capitalisme, elle est exprimée par la finance, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que Fernand Braudel dit que le capitalisme est né financier et commercial bien avant de s'être emparé, disons, de la matérialité de la vie, par la révolution industrielle, 4 siècles avant. Parce que le capitalisme n'a une seule logique, faire de l'argent avec l'argent. Ça, c'est crucial. La base du capitalisme, c'est la monnaie et le lien unique qu'il a avec le monde de la société, c'est le marché. Et ceci passe pour faire de l'argent avec l'argent. Ça, c'est le point fondamental. Or, le point crucial, c'est que cet objet est infini. Pourquoi? Parce que la quête d'argent ne rencontre jamais aucune saturation. Dès qu'on vit pour avoir de l'argent, on vit pour en avoir plus, et ceci n'a pas de limite. Donc le capitalisme est mené dans une logique sans limite, dans un monde qui est fini. Ça, c'est le point décisif de l'ensemble des difficultés que nous rencontrons, que nous commençons à saisir aujourd'hui. Le rapport social sur lequel cette logique s'appuie, c'est pas la démocratie, c'est ça que je voulais dire. C'est la reconnaissance et la sauvegarde de la propriété privée. Je vous rappelle les mots de Thatcher, qui est à la base, disons, de la politique néolibérale dans les années 80. Il n'existe pas de société, il existe des individus et des marchés. Ça, c'est la conception vraiment synthétisée de ce qu'est le néolibéralisme. Effectivement, ceci est totalement opposé aux problèmes que nous rencontrons, et c'est pourquoi le néolibéralisme doit être détruit, lui. Pas le capitalisme, mais le néolibéralisme, certainement. De son côté, la démocratie est un rapport social énigmatique. Qu'est-ce que dit l'étymologie? Elle dit « le peuple a le pouvoir ». C'est tout. Ça veut dire que le peuple est le souverain. Le souverain n'est pas une transcendance, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas, si vous voulez, disons, une personnalité exceptionnelle, etc. C'est le peuple. Mais il ne dit pas comment le pouvoir doit être légitimé. Qu'est-ce qui légitime le pouvoir? C'est un problème de fond. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne comporte aucune éthique. Il n'y a pas d'éthique dans le pouvoir. Avoir le pouvoir, c'est toujours en avoir plus. Et c'est, si vous voulez, dominer autrui. Donc, qu'est-ce qui rend le pouvoir du peuple légitime? Et donc, quelle doit être l'appartenance sociale qui lui est liée? Eh bien, il faut des médiations, en effet. Ce n'est pas le vote qui le permet. Ça ne suffit pas. Si vous voulez, la représentation par le vote n'empêche absolument pas l'exploitation des minorités par la majorité, en aucune manière. Il faut donc des contre-pouvoirs, et ces contre-pouvoirs doivent être légitimes et efficaces. Qu'est-ce qui a créé des contre-pouvoirs? Ce n'est pas la démocratie, si vous voulez, en tant qu'abstraction, c'est les luttes sociales. Les contre-pouvoirs, c'est l'enjeu des luttes sociales. Et ces luttes sociales peuvent être, c'est extrêmement fragile, puisque si vous voulez, il y a une domination qui apparaît à l'intérieur, par le capitalisme, à l'intérieur de la démocratie, elle se dégrade. Et c'est ce qui se passe depuis 40 ans. Il se passe depuis 40 ans, pourquoi? J'arrive à ce deuxième point. Le néolibéralisme a entraîné la dégradation de la démocratie par la recherche de la rente. Ce qui avait été dit au niveau des théoriciens standards avec le développement du néolibéralisme et donc de l'économie de marché, c'était qu'on allait enfin vers l'idéal qui est la concurrence parfaite, disons-nous. C'est exactement l'opposé qui s'est passé. Une énorme concentration du capital et par conséquent une énorme concentration du pouvoir. Cette concentration, elle est dans la recherche de la rente, non pas du profit normal de la concurrence parfaite, de la rente, et des rentes de toute nature.
Et c'est ceci qui a... Alors, quelles sont ces rentes? La rente financière, favorisée par l'endettement à bas coût, que les banques centrales ont systématiquement favorisé. La rente digitale, très importante évidemment à partir des années 90. La rente digitale par capture des plateformes Internet et appropriation gratuite des données individuelles par les GAFAM. Là, c'est le pire. Là, la plus grande menace que nous avons aujourd'hui, c'est le digital. La rente d'agglomération spatiale dans les mégacités, qui dévaste les territoires, dont a parlé Jean-Claude Lévy très bien, et la rente d'influence sur la puissance publique, étant donné la pénétration interne à l'espace public par les lobbies, disons, de ces grandes entreprises. Le résultat de tout ça est évidemment comment elles se financent elles-mêmes, ces choses-là, par l'évasion fiscale massive. Par l'évasion fiscale massive qui détruit les capacités de la puissance publique. Voilà ce que nous vivons depuis 40 ans et surtout, si vous voulez, depuis disons, la fin des années 90. Alors, ce risque est reconnu par les institutions internationales et parce qu'il a un impact macroéconomique. Je vais aller vite sur cet aspect-là. L'impact macroéconomique, c'est quoi? C'est le fait que cette concentration du capital a entraîné évidemment, comme conséquence structurelle, si vous voulez, la fragmentation sociale, l'explosion des inégalités, la prolifération de la pauvreté et les vulnérabilités financières. C'est le cocktail des conséquences de la concentration du capital. Ça a toujours été comme ça. Quand le capital se concentre, ceci entraîne des conséquences extrêmement fâcheuses. Ça va à l'encontre, évidemment, de ce que doit être la concurrence. Mais ça a ces conséquences-là. Et les conséquences de ça, ça a été un changement massif dans la répartition des revenus entre profits et salaires. Et l'effet de ça, c'est une énorme insuffisance de demande. Insuffisance de demande par insuffisance de revenus de la part de la masse de la population. Et la demande étant devenue structurellement déficiente et l'épargne de précaution du fait de l'instabilité qui découle de la finance a comme conséquence évidemment ce qu'on appelle la stagnation séculaire, c'est-à-dire une croissance basse et une croissance basse entretenue, auto-entretenue par la logique même du processus capitaliste financiarisé. Mais heureusement sur le plan environnemental, non ? La dette obligataire des entreprises est devenue très élevée, entraînant des vulnérabilités dans les bilans, face à la possibilité de remontée brutale des taux d'intérêt, ça c'est évidemment très important, et les relations internationales se dégradent aussi très vite, comme on le sait, et ceci est caractéristique des époques de rupture. Ça a été le cas à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il y a déclin de l'hégémonie britannique, vous avez la montée de puissances antagoniques qui étaient l'Allemagne et le Japon, et vous avez une période d'extrême difficulté, qui a mené une guerre d'ailleurs. Non, la période est extrêmement dangereuse sur le plan international, car chacun sait que la guerre commerciale, c'est un prétexte à une guerre beaucoup plus profonde, c'est-à-dire la guerre menée par les États-Unis pour bloquer l'avancée de la Chine au niveau de la frontière technologique. C'est ça la vraie guerre. Et donc le danger de ça, en effet, peut aller très très loin dans la dégradation des relations internationales, et donc en particulier, bien sûr, ce qui est peut-être le plus probable, de, si vous voulez, réduire la globalisation. Une déglobalisation est évidemment ce qui s'était produit, bien entendu, au début du XXe siècle, et tout à fait possible aujourd'hui. Alors, je reviens maintenant sur le troisième point. Il faut un nouveau contrat social pour sortir de ça. Le nouveau contrat social doit être relié à la croissance inclusive et soutenable, dont a parlé Jean-Claude Lévy. Et quels en sont les éléments de base que je voudrais synthétiser en 4 points qui font un processus circulaire, justement. Donc, 4 thèses, si vous voulez, qu'il faut développer par une théorie qui se développe là-dessus. On a commencé à faire, puisque ce soir je présente un livre qui s'appelle « Capitalisme, le temps des ruptures » à la bibliothèque municipale de La Part-Dieu, qui essaye de commencer à avancer dans le domaine. Premier point, il ne peut y avoir de transition écologique sans justice sociale réelle et perçue. Transition écologique et justice sociale sont absolument complémentaires, sinon il n'y aura pas de transition écologique possible.
Donc il faut sortir du néolibéralisme, évidemment. Deuxièmement, la justice sociale implique le plein emploi, des salaires décents et une protection sociale préservée. Troisième point, ces objectifs, je viens de dire dans le deuxième, de politique économique requièrent la transformation des structures de production dans le sens d'une économie circulaire, établissant une complémentarité urbain-rural sur les territoires. Le territoire redevient la base fondamentale à l'encontre des chaînes de valeur mondiale, la base fondamentale du développement d'une économie soutenable. Et quatrième point, une économie circulaire ne peut être atteinte sans transition écologique. Donc il s'agit bien d'un modèle, si vous voulez, d'une nouvelle forme de régulation du capitalisme. Alors le point crucial pour moi, donc, que je mets, c'est cette complémentarité essentielle qu'il y a entre la reconnaissance et de récupérer la justice sociale par rapport à l'écologie politique. Les deux vont ensemble. Pourquoi ? Nous avons fait dans le travail collectif du livre que je vous ai indiqué, un travail à partir de Rawls, c'est-à-dire de quelles sont les bases du choix social, quelles sont les bases de ce qui permet à l'État de retrouver ses racines, son rôle fondamental dans la société. La base de la justice sociale, c'est ce que Rawls appelle la jouissance des biens premiers, dont nul ne doit, alors je reviens bien là-dessus pour que tout le monde comprenne, nul ne doit être privé pour qu'une société puisse être déclarée juste. Et quels sont les biens premiers qui se sont massivement dégradés avec le néolibéralisme? Un logement décent pour tous, l'accès égal aux services de santé, l'éducation de base, des transports publics, la sécurité et l'environnement sain. Si vous prenez le monde anglo-saxon, la dégradation de ça a été absolument fantastique dans les 40 dernières années. Moins chez nous, car notre système de protection sociale a pour l'instant tenu. Donc, la production des biens premiers implique évidemment l'action publique, le retour de l'État, mais dans une dimension structurelle fondamentale, pas dans la redistribution. On ne sortira pas avec seulement la redistribution, bien entendu. Car les lobbies, évidemment, viendront tout de suite, puisqu'ils ont les leviers du pouvoir. Ils remettront en cause la redistribution. Il faut vraiment que les structures fondamentales de la société rétablissent des biens communs qui ont été détruits au cours du temps par le développement du capitalisme financiarisé. Sur le plan de la démocratie participative, qui doit être le vecteur et la force, en quelque sorte, sociale, pour le permettre, il y a, à mon avis, deux dimensions essentielles, ce qui sont le territoire, en effet, l'économie circulaire, donc des niveaux de responsabilité citoyenne qui se réapproprient dans des espaces dans lesquels c'est possible, qui peuvent se réapproprier effectivement, vers une démocratie participative. Et la deuxième dimension de la démocratie participative doit être dans l'entreprise. Donc, une démocratie d'action et pas une démocratie de voter une fois tous les 5 ans. Pas pareil. Une démocratie d'action à la fois dans l'espace de vie, faire des territoires de nouveau des espaces de vie, et dans les entreprises, car c'est dans les entreprises que la majorité des gens vivent leur vie. Je termine là-dessus, sur la gouvernance des entreprises, capable de donner un contenu à un capitalisme responsable, et par 5 modalités. Très simple pour l'énoncer, pas simple pour le réaliser. La première, c'est que les entreprises payent leurs impôts. Ça, c'est décisif. L'évasion fiscale est absolument le moteur, si vous voulez, de la destruction de la société. Que les entreprises payent leurs impôts, donc mettent fin à l'évasion fiscale. Deuxièmement, investir dans le capital humain de l'entreprise comme une dimension essentielle de la stratégie à tous les niveaux de l'organisation, et pas seulement au niveau du management le plus élevé, tous les niveaux de l'organisation. Car l'entreprise est un collectif, l'entreprise est une équipe, et l'innovation peut venir absolument à tous les niveaux de l'organisation, y compris les plus modestes. Et peut-être les plus modestes sont ceux qui fécondent
si vous voulez, une innovation qui remonte à l'ensemble de l'entreprise et qui crée vraiment de la valeur pour tous. La troisième, c'est d'adopter un modèle de gouvernance qui facilite et récompense l'innovation à tous ses niveaux. Le lien innovation-récompense est tout à fait fondamental. Et donc une participation dans l'entreprise qui n'a plus rien à voir au fait que l'entreprise doit uniquement aller pour les intérêts des actionnaires. Vous voyez que c'est une autre entreprise. L'entreprise participative. Quatrièmement, accepter une régulation, la rendre obligatoire, hein, une régulation qui rend les fameux, pour ce qui est du lien entreprise-finance, qui rend ce qu'on appelle les critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, et non pas la valeur pour l'actionnaire exclusivement, les rend obligatoires, et non pas si on le veut bien, comme c'est actuellement, si vous voulez, se discute aux États-Unis. Obligatoire pour que les hiérarchies managériales soient responsables des principes qu'elles prétendent servir. Sinon, vous aurez du discours et jamais d'action. Hein, vous aurez des chefs d'entreprise multinationales énormes qui vont dire « mais oui, bien sûr, les critères ESG, on s'en occupe, etc. » Ça, si, c'est uniquement du vent, tant que vous n'avez pas obligation et contrôle. Et la cinquième, enfin, concerne les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'essentiel de l'épargne des ménages. Ils devraient désinvestir des entreprises qui ne respectent pas les standards sociaux et environnementaux et réinvestir dans les entreprises qu'elles pousseraient eux-mêmes pour les réaliser. Je termine là-dessus. Merci. Donc le néolibéralisme a affaibli grandement la démocratie. Il n'est pas du tout réalisé une société de concurrence parfaite, mais au contraire a accru la concentration et les rentes. Donc il doit être détruit, mais on peut y arriver en développant notamment la démocratie participative au niveau des territoires des entreprises et en obligeant les entreprises à payer leurs impôts et la finance à fonctionner autrement. Aurélie Piette, c'est à vous qu'il revient de conclure cette première tournée d'intervention. Donc vous êtes économiste, vous travaillez en indépendante, je crois, et vous avez produit un bouquin « Quand l'homo economicus saute à l'élastique sans élastique chez Plomb ». Mais je crois que vous avez une réponse à nous apporter à la question et à savoir ce qui pourrait remplacer le capitalisme. Donc bonjour à tous et merci au GECO de m'avoir invité à cette table ronde. Donc je vais effectivement essayer de répondre à cette question. Donc merci Guillaume de ne pas me mettre trop de pression. J'ai à peu près une dizaine de minutes voilà, pour essayer de répondre à cette question qui n'est pas forcément évidente. Depuis que je suis au lycée et que j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait le modèle économique dans lequel nous vivons, je me suis dit que l'humanité pouvait aspirer à mieux que ça. Et cette quête, en fait, ne m'a jamais quittée. Et mon parcours professionnel est le fruit de ce questionnement. Et mon livre, qui vient de sortir, effectivement, est le résultat de mes recherches. Donc, au-delà de proposer une alternative au capitalisme, au-delà de proposer un nouveau modèle économique, il propose un nouveau paradigme économique à partir duquel un nouveau modèle de société découle, un modèle de société plus épanouissant, plus respectueux de l'homme et de l'environnement. Mais avant ça, rappelons que notre monde n'a jamais été aussi riche, aussi productif, aussi pacifique, et en même temps, il n'a jamais été aussi menacé et aussi fragile. C'est effectivement, le capitalisme a permis une avancée majeure. On n'a jamais connu un tel confort matériel, de telles avancées technologiques, de telles avancées scientifiques. Et en même temps, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, la disparition des espèces. Donc aujourd'hui, c'est l'humanité qui est en danger. Et c'est notre modèle économique qui en est la cause. Un modèle économique, un système économique, je dirais même une économie qui finalement considère que nos besoins sont illimités
et que nous devons les satisfaire et que nous les satisfaisons par la consommation. Donc il faut finalement produire toujours plus pour satisfaire des besoins illimités. Et le moteur de ça, le moteur de cette économie, c'est l'accumulation de profits, l'accumulation de capital, l'accumulation de richesses matérielles. Et c'est une économie où finalement, peu importe ce que l'on produit, du moment que l'on produit. On produit des armes, on produit des antidépresseurs, on produit, effectivement, on comptabilise la drogue aujourd'hui dans notre PIB, c'est ça la croissance que l'on produit. Et peu importe ce que l'on produit, et peu importe comment on produit, sans contrainte, ou très peu, sans respect de la nature, en extrayant de cette nature ce dont on a besoin, en polluant. C'est une production qui est dégénérative, c'est une production qui est extractrice, c'est une économie qui est matérialiste et quantitative. Alors, à la question, faut-il réformer, faut-il détruire le capitalisme, eh bien, je répondrai qu'il faut dépasser, il faut transcender, selon moi, le capitalisme. Le capitalisme a eu son heure de gloire. Je crois que je le vois comme un passage nécessaire, sans doute, dans l'histoire de l'humanité. Une humanité qui est finalement une espèce relativement jeune et qui est comme un adolescent, qui arrive peut-être au bout de ses limites aujourd'hui, qui est dans l'excès, cet adolescent, qui expérimente la matière, mais il doit désormais s'assagir, il doit mûrir, et donc je crois que le moteur de l'économie doit être plus inspirant. Un moteur de l'économie qui doit redonner du sens et qui ne doit pas être de faire de l'argent pour faire de l'argent. Donc, quand on se pose la question sur les différentes alternatives qui s'offrent à nous aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, on parle de croissance verte, mais finalement, selon moi, il n'y a pas de profond changement. Il n'y a pas de profonde rupture parce que le contexte global reste le même. Le contexte global reste le même et le moteur de l'économie reste le même. Einstein nous dit que pour résoudre, ou du moins qu'on ne peut pas résoudre un problème dans le même mode de pensée que celui qui l'a généré. Donc, prenons du recul, prenons beaucoup de hauteur, changeons d'échelle de temps, adoptons une vision globale, une vision transversale. Je rejoins là les travaux d'Edgar Morin et croisons avec d'autres disciplines. Inspirons-nous de la philosophie, de la biologie, de l'anthropologie, de la sociologie. Et quand on adopte une posture comme ça, on entrevoit le capitalisme d'une autre manière et on s'aperçoit que le capitalisme est finalement lié à la discipline, intrinsèquement lié à une discipline qui n'est pas neutre et qui encourage, selon moi, le capitalisme. Et le capitalisme et l'économie sont également, finalement, complètement dépendants d'une vision du monde dans laquelle nous baignons, qui est la modernité. Donc, si nous voulons transformer le capitalisme, si nous voulons une vraie alternative au capitalisme, alors, selon moi, il faut changer de vision du monde, il faut donc sortir de la modernité et il faut réinventer et redéfinir l'économie. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle vision du monde qui est en train d'émerger et qui nous permet justement de redéfinir l'économie. Revenons sur la notion d'économie et de capitalisme qui est complètement et intrinsèquement liée à la modernité et à la vision du monde. À l'époque de la préhistoire, nous avions une... Je fais vite. On est parti loin. Non, ça va très vite. D'accord. Nous avions une vision magique du monde. On expliquait le monde et les phénomènes par les âmes et les esprits. À l'époque du Moyen-Âge, on a basculé vers une vision divine, on explique les phénomènes par les dieux. Et puis, on rentre dans la modernité et on explique les phénomènes, on adopte une vision rationnelle, une vision logique, une vision scientifique. L'homme a voulu s'extraire des explications métaphysiques, il a voulu expliquer le monde par lui-même, par sa propre logique. Il a donc dû s'extraire de cette nature, une nature qui doit lui servir. Et
finalement, tout ce qui est réel dans la modernité, c'est tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut toucher, tout ce qui est concret, tout ce que l'homme observe. Donc il est tout à fait cohérent que nous soyons dans une économie qui soit matérialiste, scientifique, logique, quantitative. Et donc l'idée serait de changer de vision du monde. Et comme je vous disais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vision du monde qui est en train d'apparaître. Il y a tout un nouveau contexte global qui est en train d'émerger, dont on prend conscience uniquement quand on prend cette vision globale, et qui est caractérisée par une révolution scientifique majeure, une révolution technologique, une révolution sociétale et des mutations économiques profondes. Je m'explique très rapidement. Révolution scientifique est marquée par la physique quantique, qui est en train de nous dire que finalement, dans le monde de l'infiniment petit, tout est relié. Tout est interdépendant. Donc on rentre dans une vision du monde où finalement rien n'est séparé, comme nous le dit la modernité. Et cette vision du monde, c'est comme un organisme vivant, où tout est relié et où tout est interdépendant. Donc finalement, le réel n'est plus ce que l'on voit et ce que l'on touche. Le réel est au-delà de la perception. Et finalement, la connaissance où la science n'est pas la seule source de connaissance. Il y a l'intuition et la créativité aussi. Donc on est en train de basculer de paradigme, mais il faut effectivement des centaines d'années avant de prendre conscience qu'on est en train de vivre ça. Et je crois que c'est l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mutation technologique, là je vous apprendrai rien. Michel Serres nous dit que nous sommes rentrés dans la 3e révolution majeure de l'humanité, après l'écriture et après l'imprimerie. Révolution sociétale majeure aussi, silencieuse mais bien présente. Une étude d'un sociologue, Paul Ray, nous parle de l'émergence d'une nouvelle catégorie d'individus qu'on appelle les créatifs culturels. Ça serait des individus qui seraient plus orientés vers des valeurs de qualité de vie, qui mettent au centre de leurs préoccupations l'homme et l'environnement, et qui cherchent des modèles alternatifs à notre société de consommation. Et ces créatifs culturels représenteraient 35% de la population occidentale, et certains sociologues parlent même de 2 milliards de personnes. Donc nous serions en train de changer silencieusement de valeur. Et enfin, des mutations économiques marquées par la fin de l'ère industrielle. L'industrie, finalement, est en train de connaître le même phénomène que l'agriculture. Elle emploie moins de monde, et elle produit toujours autant, voire plus. Notre entrée dans l'économie de la connaissance, finalement, la connaissance devient le principal facteur de production. C'est lui, aujourd'hui, qui apporte la vraie valeur ajoutée, la connaissance, l'information, la créativité, donc finalement la matière grise. Donc, fin de cette ère industrielle, entrée dans cette économie de la connaissance. Alvin Toffler, futurologue américain, nous parle de l'entrée dans une 3e vague, dans l'ère de la connaissance. Après l'ère agraire, l'ère industrielle, nous serions en train de rentrer dans l'ère de la connaissance. Et enfin, des mutations marquées, selon moi, par le développement de différents modèles alternatifs, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, l'économie sociale et solidaire, ces phénomènes-là qui sont en train de s'amplifier. Donc, un nouveau contexte qui nous permet de redéfinir, selon moi, l'économie, et je termine sur cette partie-là. Cette économie doit être redéfinie parce qu'elle n'évolue plus aujourd'hui, depuis qu'elle est devenue une science largement influencée par les libéraux et les thèses néoclassiques. Il faut que cette économie se remette en question, peut-être. Elle ne se remet plus, selon moi, en question aujourd'hui. Elle ne se pose plus la question de savoir à quoi elle sert et à quoi elle doit servir. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en place, d'étudier la réalité à travers des modèles scientifiques, à partir de formulations mathématiques toujours plus complexes, qui nous éloignent de la réalité, qui nous éloignent, selon moi, des enjeux du XXIe siècle. Et une économie qui est basée sur des hypothèses qu'on considère comme une réalité en soi. L'homme est un homo economicus, nos besoins sont illimités, ils doivent être satisfaits par une richesse matérielle, et la nature est un stock inerte de ressources. Non, je crois que si on veut un vrai changement, il faut, selon moi, redéfinir l'économie. Et pour ça, il faut redéfinir son rôle, il faut redéfinir son moteur, et il faut redéfinir ses axiomes de base. Et je finis. Son rôle doit être, à cette économie, doit aller au-delà
d'être une science, ça doit, je crois, devenir un art. Elle doit rendre service à l'homme dans le respect de l'environnement. Elle doit aller au-delà de satisfaire nos besoins matériels. L'économie doit satisfaire nos besoins matériels et immatériels en créant une richesse qualitative. Et les axiomes doivent changer. Nous ne devons pas considérer l'homme comme un être rationnel, on doit le considérer dans sa multidimension, comme nous dit Edgar Morin. La nature, nous devons la considérer comme une ressource foisonnante d'informations dont nous devons nous inspirer. Je fais référence aux travaux de Janine Benyus sur le biomimétisme. Nous devons repenser nos besoins, pas comme illimités, des besoins qui doivent être sans hiérarchie et qui ne doivent pas être confondus avec nos envies. Et donc, nous devons créer une richesse qualitative basée sur une croissance qualitative. Et il nous faut donc une économie avec une production, la dernière phrase, une production, parce que c'est fondamental, qui doit régénérer l'environnement. Ce n'est pas une production qui pollue moins, ce n'est pas une production qui pollue ou qui est neutre, c'est une production qui régénère, qui dépollue l'air, qui dépollue notre environnement. C'est donc une production qui a un impact positif sur l'environnement. C'est donc une économie créative qu'il nous faut, une économie inspirante qui rend service à l'homme, à l'environnement et qui redonne du sens. Merci. Donc l'humanité mérite mieux que ce qu'on a aujourd'hui. On peut dépasser, transcender le capitalisme. Il faut que l'économie devienne un art qui régénère notre environnement et pas seulement qui cesse de le détruire. Bon, de toute façon, le capitalisme, c'est un mot qui est apparu au XIXe siècle pour décrire un truc qui s'était développé depuis le XVe siècle. On avait mis 4 siècles à lui trouver un nom. Donc je suppose que ce qu'il remplace existe déjà, mais qu'on ne lui a pas encore trouvé de nom, mais on va y revenir. Donc il y a eu plusieurs questions qui ont été posées par SMS pendant qu'on discutait, pendant qu'on présentait les choses. Il y en a une qui est intéressante, je pense, dans le contexte. Donc, beaucoup de ce qui est développé, que ce soit par l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, etc., repose sur l'idée de circuits courts, de reterritorialiser l'économie. Donc, une des questions qui se posait, c'était si on veut aller dans ce sens-là, est-ce qu'on ne va pas nourrir des replis sur soi dangereux, problématiques, etc., etc. Donc, comment reterritorialiser l'économie sans pour autant favoriser le repli sur soi, la xénophobie et toutes ces choses-là? Je ne sais pas si quelqu'un a des réponses à apporter à cette interrogation. Allez-y. Si je comprends bien, on se pose la question de savoir si on peut reterritorialiser l'économie. L'ensemble des exposés n'a pas dit que, pas assez peut-être, qu'elle était globale et déterritorialisée dans le sens du capitalisme financier. Hein. Mais derrière cette question globale, j'aime pas le mot, l'économie elle-même, la matérialité de l'économie, elle n'a jamais été déterritorialisée. Ça continue. À Inspira, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un paysan qui s'accroche à sa vigne. Il dit ah bah le communisme, c'est impropre, c'est fini. Bon, mais il s'accroche à sa vigne. Il est là. On a toute la mémoire, toujours à Inspira, à Péage de Roussillon, des générations d'ouvrières ou d'ouvriers de Rhône-Poulenc qui est parti maintenant. Rhône-Poulenc est parti, mais reste une territorialisation des collectivités locales. Bon, je répondrai là-dessus. La déterritorialisation, pour employer le mot, c'est pas pareil que la dématérialisation. Déterritorialisation, ça correspond à quelque chose qui n'est pas vrai, puisque les collectivités territoriales aujourd'hui, 20% du budget des collectivités locales est consacré à l'environnement, au sens large, l'air, l'eau, etc., ce qui est considérable et depuis des années. Je veux dire, les collectivités territoriales, dans le cadre de la mondialisation et de la métropolisation, ont plus que jamais un impact matériel, la matérialité des choses. Alors que les finances
soit déterritorialisé. La question, je la retournerai. Comment, non pas définanciariser, mais comment, quand je dis une comptabilité des écosystèmes, comment arriver effectivement aujourd'hui à reterritorialiser l'exercice de ce que j'appelle l'analyse, mon collègue dira peut-être pareil, l'analyse du cycle de vie du capital, à côté de l'analyse du cycle de vie de la matière, organique ou pas. C'est ça, donc reterritorialiser, c'est comme ça que je l'entends. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Michel Aguilletta, vous avez... Oui, ça veut dire que la réponse, ce vers quoi probablement on va être amené à aller, s'il y a une phase de déglobalisation, justement, c'est le multilatéralisme. La question de fond, c'est que la manière dont le capitalisme financier peut dominer, c'est par la concentration dans des places financières déterminantes, qui elles-mêmes ont la capacité disons, véritablement en donner le là au système politique correspondant. Hein? C'est-à-dire que les États-Unis, c'est une monnaie dominante, c'est Wall Street, et c'est véritablement le centre d'un pouvoir. Donc, passer à une forme d'économie qui rétablisse le lien social ou qui en même temps le développe et aboutisse à quelque chose de nouveau, implique de sortir de ces formes de concentration que la finance impose. Et ceci passe forcément par le fait que les États reprennent ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire, encore une fois, faire en sorte que la démocratie s'exprime par un pouvoir qui soit un pouvoir pour le peuple, et ce qu'ils ne sont plus, bien sûr, dans des rapports interétatiques qui soient des rapports multilatéraux, et non pas celui qui sont dominés par une puissance dominante et une forme de monnaie dominante. Et ça, le point important pour y arriver, c'est que ce qu'on appelle le pouvoir démocratique disons, passe à la fois, il doit aller au niveau territorial et il doit aller au niveau global, étant donné qu'en particulier, le climat est bien public global. Et il faut qu'il apparaisse comme un bien public. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un système, s'il n'y a pas, évidemment, on ne va pas dire qu'on doit passer à la forme que Keynes donnait, c'est-à-dire une forme de banque centrale des banques centrales. Mais néanmoins, il est vrai que le FMI doit retrouver son rôle au niveau global, qui est celui d'être l'organe de régulation monétaire, que les pouvoirs au sein du FMI, qui sont toujours liés au quota de 1944 pour l'essentiel, avec des petits changements homéopathiques ensuite, il est clair que si la Chine n'a pas le pouvoir au sein du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, correspondant à son pouvoir économique réel, rien n'est possible pour faire le multilatéralisme. Il y a à ce moment-là, aujourd'hui, au niveau international, une totale discordance entre la manière dont est structuré le pouvoir des institutions internationales et celui de la réalité du monde que nous vivons. Et c'est justement là qu'est le problème qui s'est posé au niveau politique. Donc, l'État-nation, qui était l'émanation du pouvoir sous une forme, si vous voulez, quasi exclusive, en particulier dans des pays centralisés comme le nôtre. Il doit y avoir une décentralisation du pouvoir au niveau territorial, ce qui veut dire que les autorités locales doivent jouer des rôles importants, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des monnaies locales pour pouvoir financer justement cette économie circulaire, et en même temps, ça doit passer à un niveau supranational. C'est ça l'énorme difficulté, si vous voulez, de la transformation de l'architecture institutionnelle qui permet de réaliser cette caractéristique. Passer d'une économie dominée par un hégémone, mondial je parle, à une économie multilatérale. Oui, peut-être juste un mot sur le fond, sur cette question. Je pense que quand on pense relocalisation de l'économie, on pense retour en arrière à une période antérieure, etc. Je pense que la question le rôle des technologies de l'information et de la communication font que de toute façon, ça ne se passera pas comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une relocalisation de l'économie matérielle
et c'est bien autour de ça que ça tourne, mais aussi avec la démocratie derrière, évidemment, tout en continuant à avoir des niveaux d'échange d'informations, à travers les technologies d'information, d'être dans une situation qui est très différente de celle qu'on connaissait du temps où les économies étaient beaucoup plus territorialisées, mais c'est aussi parce que les gens ne se connaissaient pas, n'échangeaient pas ou très peu à distance et avaient très peu la capacité de le faire en dehors de quelques élites. Si vous voulez, aujourd'hui, une entreprise comme Coca-Cola, par exemple, c'est une entreprise extrêmement territorialisée. C'est une entreprise qui fait produire localement, enfin qui ne transporte que sa petite poudre à l'échelle mondiale et encore, et qui fait produire localement pour chacun des territoires qu'elle dessert. Donc c'est pas forcément, enfin il n'y a pas forcément même de contradiction entre développement des multinationales et reterritorialisation de l'économie. Ce qui veut dire aussi que ce n'est pas forcément la solution miracle, y compris sur le plan politique, démocratique, etc. Mais excusez-moi, je suis sorti de mon rôle. Mais ça n'inspirait pas ces dames. Un mot rapidement. Il n'y a pas d'économie d'une écologie hors sol. C'est ça le problème. On est l'économie. C'est ça le problème qu'on a à résoudre, ici ou globalement, de façon multilatérale. Donc une autre question qui était posée, qui est assez fondamentale et sans doute tout aussi difficile à répondre, c'est gentil votre truc, mais en gros, c'est quand même le développement de l'individualisme qui a mené à cette économie qu'on connaît, capitalisme destructeur, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Est-ce que vous voulez revenir sur l'individualisme ou pas? Et avec tout ce qu'a apporté aussi l'individualisme en termes de liberté par rapport à d'autres périodes, etc. Je veux bien, la touche. Allez-y, mesdames. Bon, l'individualisme a été effectivement est le résultat de la société capitaliste dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je crois qu'il faut justement modifier et transcender, comme je disais, ce capitalisme pour qu'on se reconnecte à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les autres aussi. Et c'est cette intelligence collective avec laquelle il faut que l'on renoue. Donc le citoyen, à titre individuel, a effectivement un effort à faire aussi, mais malheureusement, c'est la société dans laquelle on est qui nous pousse aussi à cet individualisme-là. Moi, je pense que là, c'est nos préjugés occidentaux. Nous croyons que nous sommes le monde. Cette question, elle dit ça. La philosophie chinoise est une philosophie où le point de départ est le collectif, et pas l'individu. C'est le lien qui est le point de départ, le lien social. Et l'individu s'humanise en quelque sorte par l'appartenance à autrui, par le lien avec autrui. C'est le lien social qui fait l'individu. Donc, alors que l'homo economicus, et disons l'individu occidental, c'est le point de départ. On a une vision hellénistique, la caverne de Platon. Hein. Oui, mais enfin, en Chine, et donc, ça pose quelques problèmes. Ça veut dire que la majorité du monde, de la population mondiale, n'a pas cette conception. Et l'Afrique ne se tourne pas vers l'Europe pour son développement. Donc, si la vraie discipline qui est aujourd'hui celle par laquelle il peut y avoir une fécondation, en effet, c'est le dialogue des cultures par l'histoire globale. Penser l'histoire globale et sortir des préjugés initiaux que nous avons. Ça, c'est absolument fondamental. Sinon, on n'avance pas d'un pouce, je veux dire, dans la conception des rapports avec autrui, le fait qu'il y a des cultures différentes de la nôtre et que c'est essentiel de dialoguer pour arriver. Il n'y a pas d'universel prédéfini et donné dicté par les Occidentaux. Ça n'a aucun sens, je veux dire. Et c'est pourtant ça qui est aujourd'hui sans arrêt répété. Nous avons la démocratie, nous avons la liberté, les autres l'ont pas, etc. Il est clair que si nous continuons comme ça, le multilatéralisme est impossible. C'est là le point fondamental. Changer de mentalité, enfin, une fois pour toutes, et aller ailleurs, et voir ce qui se passe ailleurs. Oui, Michel Aglietta a évoqué en particulier la Chine comme autre modèle, pas modèle, mais autre horizon où il faut aller. J'ai parlé ce matin tout à l'heure de l'Afrique,
L'Afrique informelle, en plus, l'économie informelle. Le modèle économique occidental, il ne fonctionne pas partout. En Afrique, il ne fonctionne pas du tout. Il y a une économie informelle. Donc, l'individu africain, l'individu chinois, l'individu de quelque nation à laquelle il puisse appartenir, cet individu, il se heurte à un problème qu'on doit poser, qui est nouveau, c'est le numérique. C'est là quelle est la dématérialisation. On finirait par penser nous-mêmes, en tant qu'individus, non pas comme monsieur tout le monde, comme la virtualité ésotérique et abstraite de la communication et de la pensée nous fait penser. C'est ça le problème. Alors comment arriver à territorialiser, à se territorialiser soi-même quand ce qu'on demande, ce qu'on voudrait, que ce soit le capitalisme ou pas le capitalisme, ce qu'on voudrait, il est prépensé, je dirais, par des systèmes algorithmiques plus ou moins, par des systèmes qui nous virtualisent. On peut vivre aujourd'hui, y compris sexuellement, pardonnez-moi, dans un domaine virtuel. Le monde virtuel nous absorbe progressivement au point que où est notre autonomie ? Où est notre culture personnelle? Où est notre mémoire? C'est ça que me pose la question de l'individualisme aujourd'hui. Elle ne peut pas se poser d'une façon, comment dirais-je, trop réductrice. C'est très, je dirais, anthropologique, la question de l'individualisme aujourd'hui. Bon, autre question. Donc, il y a des gens qui disent... enfin, je crois que c'est Jean-Claude Lévy qui avait évoqué cette question, mais je pense que Michel Aguilieta a aussi travaillé là-dessus. Comptabiliser les écosystèmes, enfin la valeur des écosystèmes, etc., comme moyen de dompter, de ramener le capitalisme dans le meilleur chemin, dans le bon chemin. Est-ce que ça poserait pas malgré tout d'autres problèmes et est-ce que ça n'aurait pas d'autres effets pervers, demande-t-on? Oui. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est faisable de comptabiliser la valeur, économique, donc des écosystèmes? Est-ce que c'est la solution au problème? Très rapidement. Je prononcerai quelque chose qui n'est pas académique, une comptabilité, je dirais, en partie double, par commodité. Une double comptabilité, celle de la nature, avec les unités qui existent dans la nature, le mètre, etc., et de l'autre côté, les unités financières qui existent. Mais j'aimerais que les économistes réagissent. Moi, je ne suis pas économiste de profession. Donc, je pense que rien n'est impossible aujourd'hui quand on a les microscopes qu'on a, quand on a les microscopes électroniques, quand on peut aller au micro du micro, physique quantique, rien n'est impossible à mesurer en termes de matérialité des choses. C'est quoi la valeur d'une espèce qui est en train de disparaître? Je termine. Tu ne peux calculer la valeur d'une espèce particulièrement fragile qu'en unité monétaire, la monétariser par sa quantité et par, à côté, la comptabilité financière qui va avec. Un territoire, je dis bien, se développe, il ne se développe pas avec du vent, il se développe avec des finances, avec des investissements. Une collectivité locale, elle a un budget. Je chiffre à 20% le budget. Quand on a calculé, voilà, je vais réduire la question, quand on a calculé au ministère de l'Environnement, j'y étais, quand on a créé les institutions comme l'INSEE, de calcul systématique et statistique, on n'arrivait pas à trouver la valorisation. On n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'on a inventé? On a dit, voilà, il y a une mare, comme ça, ouais, combien consentez-vous à payer cette mare? Et les gens ont fait une enquête, et tant X. C'est comme ça qu'on a réussi à comptabiliser la valeur naturelle d'un étang. Et pour tout le reste, c'est pareil pour le carbone. Vous ne me ferez pas croire que cette façon de calculer la matérialité des choses est une question sérieuse. C'est pas vrai. C'est un subterfuge parce qu'on n'a rien. Mais on a les outils du big data, les outils aujourd'hui extrêmement élaborés de la science nous permettent de mesurer matériellement la nature. Et à ce moment-là, il faut faire les comparaisons à un espace, une espèce naturelle, comment on la compte, et puis qu'est-ce qui constitue cet espace financièrement. Je pense qu'il y a certainement, et ce n'est pas ma discipline, je m'excuse, je ne peux pas aller plus loin, mais il y a des gens qui peuvent répondre aujourd'hui, des biométriciens pour la mesure, et puis des économistes pour la mesure financière. Michel Aguilieta, je crois que vous avez réfléchi à cette question. La question, elle renvoie en effet à quelque chose d'assez important, qui est qu'est-ce que c'est qu'un prix? Là, on voit bien que le marché échoue formidablement sur toute la question environnementale. Uniquement la question carbone, qui n'est qu'une partie, en effet, de la question environnementale. Le marché est incapable d'y mettre un prix. Donc, si on limite le système des prix au prix de marché, nous allons dans le mur, forcément,
puisque rien ne pourra, on ne pourra pas déclencher un processus, disons, de prise de risque pour l'investissement sans un prix. Et ça n'en est qu'un seul. Il y a énormément de prix qui vont apparaître dans l'ensemble des caractéristiques environnementales, pas seulement le prix du carbone. Mais il nous dit quelque chose, cette histoire de prix du carbone. C'est qu'il faut élargir la notion de prix si l'on veut développer le capitalisme dans la direction dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la recherche du bien-être social. Il faut penser que le prix, ce n'est pas seulement le prix de marché. Il y a une telle, si vous voulez, domination de l'idée du marché comme étant l'alpha et l'oméga de toute la vie, qu'au fait qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un prix. Un prix, c'est un accord, le résultat d'un accord, le résultat d'un partage de points de vue sur quelque chose à faire, sur ce qui, jusque-là, n'a pas été payé et qui doit l'être puisque ça apporte une valeur à la société. Donc, élargir la notion de prix à des débats, en particulier au niveau, justement, des territoires. Des débats à partir duquel on se met d'accord, par exemple, sur dépolluer une rivière, qui va le faire, comment il va avoir une rentabilité en le faisant. Pour cela, il faut décider d'un prix à ce travail. Et par conséquent, et ceci, on voit, ça ramène, si vous voulez, à une notion collective locale. Il faut mettre ensemble des citoyens, des groupes de citoyens, des entreprises, des collectivités locales, dans des sociétés de communautés, d'intérêts collectifs locaux ou régionaux, suivant la taille du problème, et qui vont dégager un prix à partir duquel un entrepreneur pourra faire des calculs, dire est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas, à quel prix c'est rentable, et on aboutit à un accord. Donc c'est ça qui est très important. Ce que veut dire, c'est de fabriquer une démocratie participative dont l'objectif est l'action à un haut niveau, disons, de généralité auquel se pose le problème environnemental. Les autorités locales doivent évidemment être partie prenante, car, encore une fois, ensuite, c'est déclencher, si vous voulez, un financement monétaire, et je dis bien qu'un ensemble de problèmes importants dits d'économie circulaire implique des monnaies locales et complémentaires qui sont des monnaies dirigées par des autorités locales. Donc on voit que la démocratie d'action est une démocratie qui va avoir plusieurs niveaux, qui va incorporer les citoyens véritablement dans la participation et qui aboutissent en effet à la notion de nouveau prix et donc aller au-delà du marché. Et c'est bien ça. Si le capitalisme, disons, peut se développer dans le sens du bien-être social, il doit aller au-delà du marché. Bien, donc il y a encore plusieurs questions, simplement peut-être juste une. Donc quelqu'un demandait comment est-ce qu'on peut inciter les entreprises à investir davantage dans les ressources humaines, qu'est-ce qu'il faudrait changer au contrat de travail pour ça. Bon, là je ne vais pas poser la question à tout le monde, mais la réponse est simple, elle est connue, ça s'appelle l'esclavage. Mais sinon, je voudrais vous poser à tous deux dernières questions, et ce sera l'occasion d'un mot de la fin aussi pour chacun d'entre vous. Donc quelqu'un disait, est-ce que le capitalisme, de toute façon, il ne va pas s'effondrer tout seul du fait de l'automatisation, de la disparition du travail, les machines, tout ça? Et quelqu'un d'autre disait, est-ce que finalement, est-ce que la décroissance pourrait être la solution? Donc qu'est-ce que vous pensez de ce genre de perspective dans le contexte de notre débat d'aujourd'hui? Vous voulez démarrer? Oui. Bon, ben là, en fait, moi je reviens sur ce que j'avais commencé à dire, c'est-à-dire que c'est moins le capitalisme en général que la forme de capitalisme financiarisé d'aujourd'hui qui trouve ses limites. Donc, effectivement, il y a quand même dans le monde un taux de croissance qui est beaucoup plus faible qu'il y a seulement 30 ou 40 ans. Voilà, simplement, il y a d'autres problèmes. Est-ce que c'est la croissance qui doit être retrouvée? C'est un peu ça la question. Est-ce qu'on peut vivre avec des taux de croissance beaucoup plus modestes et donc en économisant les ressources, en ayant d'autres formes de travail, d'autres formes d'organisation radicales? Voilà, je pense que c'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on peut s'accommoder de formes de croissance plus
plus faible, plus limité, ou est-ce qu'il faut trouver de nouveaux ressorts de la croissance? Et là, c'est vrai que tout le monde n'est pas sur la même position. Il y a des gens qui sont, qui pensent, y compris à travers une pensée écologique, hein, que peut-être se reconvertir à une économie écologique peut être un nouveau ressort de la croissance. Et puis d'autres qui pensent que c'est plutôt la fin de la croissance. Oui. Moi, je reste convaincue à une échelle de temps assez importante que le capitalisme va doucement basculer. Il y a déjà des entreprises, pour moi, qui sont en train de basculer et de changer de paradigme. Des entreprises dont l'objectif n'est plus maintenant la finalité financière, c'est plus une fin en soi. Elles ont des projets et des missions beaucoup plus inspirantes et ça reste un projet secondaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la labellisation B Corp. De plus en plus d'entreprises se font labelliser B Corp. Ce sont justement des entreprises qui ne cherchent pas, comme elles le disent, à être la meilleure du monde, mais à être la meilleure pour le monde, avec une vraie volonté de responsabilité sociale, sociétale. Alors il y a toute la démarche aussi de RSE, ces entreprises qui aussi de plus en plus prennent conscience qu'il faut basculer, que l'objectif premier financier ne peut pas être une fin en soi. Donc pour moi, on y va doucement. Je ne sais pas effectivement si nous verrons le résultat, mais je crois qu'il y a cette prise de conscience. Et encore une fois, pour moi, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les enjeux sont tels qu'il faudra basculer. Et je crois beaucoup que l'humanité, comme je disais, est une jeune espèce et qui va, pour moi, mûrir et qui doit s'assagir aussi dans sa finalité. Merci. Jean-Claude Lévy. Oui, toujours à toute vitesse. Il ne faut pas penser très vite, il ne faut pas parler trop vite. On nous demande ça en quelques minutes, c'est dur. Hein. Alors, pour répondre sur la lenteur, le capitalisme, tout le moins ce qui le fonde, au XIIe siècle, on invente la lettre de change. C'est le commencement du chèque. On peut dater là, le capitalisme occidental, si vous voulez. C'est pas au XVe, c'est bien avant. La comptabilité en partie double, la comptabilité qu'on connaît, c'est XIVe siècle. Donc le capitalisme, dans son ensemble, dans le cadre d'une économie de marché beaucoup plus longue, et je suis d'accord avec ce qu'il disait sur les prix, hein, dans le cadre d'une économie de marché un peu plus longue, ce capitalisme, il est bref finalement. Moi, à l'échelle de mes ancêtres, mon arrière-grand-père c'était Moïse, c'est tout court tout ça, mais c'est déjà long par rapport au capitalisme lui-même. Le capitalisme, c'est court, donc il ne va pas s'effondrer lui-même. Peut-être il s'effondrera, mais on ne sait pas quand. Alors, pour conclure, en attendant, observons la Chine, craignons sur la Chine ce que j'appelle la fascination du nombre, parce que ça peut mener n'importe où. Observons l'Afrique, l'économie informelle. Est-ce que l'informel lui-même ne nous apporterait pas quelque chose dans l'indicible et dans ce qu'il faut inventer? Observons les États-Unis, observons tout ça. Et essayons de préparer une économie telle que j'ai essayé de la définir et plus d'autres, qu'on appellerait circulaire, qui serait un nouveau concept économique qu'on pourrait envisager à terme. Voilà ma conclusion. Moi, ce que je dirais, c'est que cette question de décroissance est une question que seuls des nantis peuvent poser. Oui. Parce que la population mondiale augmente toujours, que le développement de l'Afrique est absolument crucial pour l'humanité. Et le développement de l'Afrique, c'est les 20-30 prochaines années. En conséquence, la notion de croissance est cruciale. Le problème, c'est, en particulier, si on reprend les choses alors en termes plus techniques, ce qu'il faut faire baisser, c'est l'intensité énergétique de la croissance. Et la faire baisser jusqu'à avoir la neutralité carbone en 2050, c'est clair ça. Mais la croissance est évidemment indispensable à une population mondiale qui croît. Sinon, vous allez réappauvrir toute l'humanité dans son ensemble. Donc c'est tout. Et alors, étant donné les caractères de disparité qui se produiraient dans ce cas-là, vous voyez les problèmes que nous avons avec quelques milliers de migrants chaque année. Il y aurait des centaines de milliers de migrants, voire des millions de migrants depuis l'Afrique, si l'Afrique ne peut pas se développer, car c'est là que, évidemment, les problèmes environnementaux seront les plus graves. Non, pensons les choses correctement, encore une fois, histoire globale, pensez le monde aujourd'hui. La globalisation, c'est ça, c'est le fait qu'il y a des biens communs qui nous sont
absolument commun, c'est le cas de le dire, au niveau mondial. Et nous ne pouvons absolument plus sortir, ça c'est vraiment la caractéristique en effet de nouveau, nous ne pouvons plus sortir du fait que nous sommes totalement solidaires au niveau mondial. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Bien, merci beaucoup. Donc ce sera le mot de la fin de ce débat. Merci à tous les intervenants et toutes les intervenantes. Et puis merci à vous. Les GECO continuent. Je t'ai titré ton intervention.